Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler des entreprises médiatiques. Euh, je vais simplement tenter d'exposer en quoi l'entreprise médiatique constitue, à mon avis, un excellent cas de figure pour réfléchir à la question de la citoyenneté au travail. Parce qu'évidemment, il y a des liens très évidents entre l'exercice de la citoyenneté et les médias, hein. Bien sûr, c'est-à-dire que le journaliste est peut-être le salarié qui, par excellence, cherche à exercer sa citoyenneté à travers son travail, et ça va au-delà de la négociation, la possibilité de participer à l'élaboration des normes en matière de conditions de travail, par exemple de salaire, mais le journaliste va tenir aussi à se préserver une grande marge d'autonomie professionnelle, justement pour pouvoir exercer sa citoyenneté dans le débat public au sens large, hein, par les choix qu'il va faire dans, par exemple, le type de nouvelles qu'il cherche à couvrir, l'angle journalistique qu'il veut adopter pour couvrir la nouvelle, etc. Donc, dans les dimensions qu'a exposé Grégor, là, les dimensions de la citoyenneté au travail, l'élément d'autonomie est absolument central dans le cadre des entreprises médiatiques. Et ça, on le remarque d'ailleurs très tôt. Là, je peux remonter un peu dans l'histoire. Je vais faire un élément un peu plus historique dans cette présentation-ci. C'est-à-dire que lorsqu'on remonte avant l'émergence des grandes entreprises médiatiques, même au 19e siècle, par exemple, dans le fameux roman de Balzac sur les journalistes, Illusion perdue, donc début du 19e siècle, on est sous la Restauration en France, et c'est peut-être anecdotique, mais quand même illustratif, c'est-à-dire que le patron du journal, et alors, à cette époque-là, ce sont de petites entreprises, les journaux, mais le patron du journal, la première chose qu'il va négocier avec les journalistes, sur une base individuelle, évidemment, mais la première chose qui va se négocier après le salaire, c'est la question justement de l'autonomie. Donc, il va s'assurer que ce que va publier le journaliste n'ira pas à l'encontre de ses propres intérêts. Il va lui mentionner aussi qu'il peut lui demander de couvrir certaines nouvelles qui vont dans le sens des idées qu'il veut mettre de l'avant ou de ses intérêts. Et pour le reste, le journaliste dispose de l'autonomie pour pousser ses propres idées, autrement dit, et ses propres intérêts, au fond. Alors, il y a une négociation individuelle qui se crée à ce niveau. Et si on traverse de notre côté de l'Atlantique, à peu près à la même époque, un peu plus tard, mais dans le 19e siècle, chez Tocqueville, par exemple, Tocqueville remarque que, donc, aux États-Unis, où la démocratie s'est installée, il va mentionner que deux éléments qui lui semblent importants dans la mise en œuvre de la démocratie ou dans l'émergence du processus démocratique. Premièrement, c'est que l'accès à la propriété est assez facile aux États-Unis, plus qu'en Europe. Et deuxièmement, c'est que la création d'un journal aussi est assez facile. Ça ne demande pas énormément d'investissement. Et donc, il y a une multiplicité des journaux aux États-Unis qui sont enracinés dans leur localité, qui vont être proches donc qui vont être assez locaux justement. Et donc, ce qui fait qu'un journal en tant que tel n'aura pas nécessairement une très grande influence sur l'opinion, mais lorsque les vents dominants de la météorologie médiatique, si vous voulez, prennent une seule direction, là, à ce moment-là, l'influence de la presse peut devenir quasiment irrésistible. Et par la suite, jusqu'à la première moitié du 20e siècle, on va rester dans cette dynamique de petites entreprises, de journaux écrits, et donc qui sont relativement indépendants les uns des autres. Maintenant, si on fait un bond d'à peu près un siècle, début des années 2000, le portrait a complètement changé, hein? C'est-à-dire que là, on est rendu dans un contexte carrément oligopolistique, où, par exemple, au Québec, début des années 2000, du côté audiovisuel, on a Radio-Canada, TVA. Du côté de la presse écrite, à peu près l'entièreté de la presse écrite est monopolisée par deux grandes entreprises, Jessica et Québécois, laissant une petite partie du tirage au Devoir, qui est le seul journal qui a miraculeusement échappé aux grandes vagues de concentration des médias et qui a réussi à conserver son indépendance vis-à-vis des grands groupes financiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça signifie en termes de citoyenneté au travail? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent évidemment cette mutation.
des facteurs sociologiques et économiques. Tout d'abord, il y a la question de l'alphabétisation des masses ouvrières. Il y a la question aussi de l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers, notamment à travers le développement des mouvements ouvriers et syndicaux, auxquels d'ailleurs les salariés des entreprises médiatiques ont joué un rôle très important, notamment les typographes. Hein, comme vous le savez, dans l'histoire, par exemple, du développement des lois ouvrières au Canada, les typographes ont été à l'avant-garde des luttes ouvrières. Mais qui dit donc des classes populaires, des masses qui sont à la fois alphabétisées et qui ont un certain pouvoir d'achat, dit potentiel consommateur pour les journaux. Hein. Donc, les journaux vont devenir des produits de consommation. Et ça, déjà, ça change un peu le rapport à l'exercice de la citoyenneté au sens large, disons, pour les journalistes, parce que avec le consumérisme, justement, c'est là qu'on va voir le phénomène là, qui va prendre de plus en plus de place des nouvelles sensationnalistes, les fausses nouvelles, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais finalement les ragots, tout ce qui va permettre d'aller rechercher l'attention des masses et qui va faire en sorte que finalement, certains vont dire en tout cas que tout à coup, le journaliste s'adresse moins aux citoyens qu'aux consommateurs. Vous voyez? Et ça va permettre aux propriétaires des journaux de faire beaucoup de profit. Et là, ça va attirer évidemment les acteurs du monde financier qui, par des jeux de fusion-acquisition qu'ils chérissent, vont justement mener à ces vagues de concentration des médias, d'autant plus qu'avec le développement de l'audiovisuel, on n'est plus du tout dans le même contexte technologique. Donc, à l'époque de Tocqueville, disons, c'est pas trop compliqué de partir un journal. Ça prend un certain investissement de départ, mais c'est pas massif. Si on veut toutes les technologies audiovisuelles, avec idéalement un hélicoptère pour faire des plans audiovisuels, etc., là, les investissements deviennent beaucoup plus importants. Et donc, on voit se mettre en place, c'est à partir des années 1960 jusqu'aux années 2000 au Québec environ, on voit se mettre en place les grands conglomérats médiatiques. Et dans les grands groupes médiatiques, comme Québécois, justement, le journaliste, évidemment, il est beaucoup moins proche du patron. Hein. À l'époque, dans le roman de Balzac, le journaliste il est plus proche du patron que des autres salariés des entreprises médiatiques. Il y a vraiment une relation proximale avec le patron. Alors que dans le grand conglomérat médiatique, les journalistes, peu à peu, vont s'identifier beaucoup plus aux autres catégories de salariés de ces entreprises. Donc, naturellement, ils vont se diriger eux aussi vers le mouvement syndical. Et là, on va voir naître les centrales syndicales de journalistes et de salariés des entreprises médiatiques, affiliés par exemple à la Fédération nationale des communications au Québec. On va voir se mettre en place aussi des fédérations de journalistes plus professionnelles qui vont s'inquiéter beaucoup justement du phénomène de la concentration des médias au regard de la liberté de la presse, de la diversité de l'information, parce que du moment où un journaliste travaille pour un immense groupe corporatif, bien là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ne pas écrire un article qui va à l'encontre des intérêts de son employeur? Ce n'est pas seulement aller à l'encontre des intérêts d'un journal ou de quelques entreprises affiliées, mais c'est, par exemple, pas aller à l'encontre des intérêts de Power Corporation. C'est une entreprise qui a des intérêts dans plusieurs secteurs, un peu partout dans le monde, etc. Donc, voilà. Et si l'employeur impose une ligne éditoriale à l'intérieur d'un grand groupe corporatif, eh bien là, évidemment, il y a un danger pour la diversité de l'information, etc. Alors, à l'intérieur de ces grands groupes corporatifs, l'outil juridique d'exercice de la citoyenneté au travail va devenir évidemment la convention collective, parce que c'est la convention collective qui va pouvoir prévoir des dispositions qui permettent de protéger l'autonomie des journalistes, malgré la structure corporative qui s'est mise en place. Par exemple, des dispositions qui vont prévoir le maintien de l'étanchéité entre les salles de rédaction. Même s'il y a deux médias qui appartiennent à un même groupe, on va dire, bien, ça va être deux accréditations syndicales, ils vont prendre leurs propres orientations, etc. Ils vont couvrir leurs propres nouvelles, etc. Ensuite, il va y avoir des dispositions sur les conflits d'intérêts, par exemple.
dans un modèle d'affaires qui s'appuie de plus en plus sur la publicité dans les entreprises médiatiques, on va tenter de réduire l'impact des conflits d'intérêts, de prévenir un peu la confusion qui peut se produire entre la publicité et l'information, etc. On va essayer de réduire aussi l'influence des cadres dans la possibilité d'éditer les nouvelles, de modifier les textes dans les dispositions qui concernent la propriété des textes, etc. Alors, c'est la convention collective qui va servir de levier pour la liberté de presse, si vous voulez, et l'autonomie des journalistes. Et là, cependant, en même temps, le problème, c'est que le modèle d'affaires des entreprises médiatiques commence à avoir du plomb dans l'aile, hein, parce qu'il s'appuie sur des journaux essentiellement gratuits, mais qui vont faire des profits à l'aide de la publicité. Et là, avec la nouvelle concurrence mondiale qui se met en place à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux, ce sont les grandes sociétés de la Silicon Valley qui vont venir accaparer les revenus publicitaires, hein, les fameux GAFAM, Google, Facebook, etc. Et donc, finalement, une entreprise comme Québecor, donc au début des années 2000, Pierre-Carl Péladeau se dit que le modèle d'affaires de Québecor ne tient plus. Il faut opter pour une stratégie qu'on appelle la convergence médiatique, qui va permettre de couper des postes, de mettre fin à l'étanchéité entre les salles de rédaction pour que lorsqu'il arrive un même événement médiatique, par exemple, ce ne soit pas la moitié des… Ce que disait Pierre-Carl Péladeau, c'est que, par exemple, lorsqu'il arrivait sur le tapis rouge lors d'un événement médiatique, la moitié des journalistes, c'était lui qui les payait finalement, mais ils venaient de différents journaux qui appartenaient au même groupe, vous voyez? Donc, Pierre-Carl Péladeau, il va, à travers deux conflits de travail successifs, celui au Journal de Québec en 2007-2008 et celui au Journal de Montréal en 2009-2011, l'un des plus importants conflits de travail du secteur des médias au Canada, il va mettre en place l'agence QMI, donc qui est une agence de presse. Et là, ça rejoint beaucoup ce dont parlait Grégor, c'est-à-dire en matière de sous-traitance, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus, les grands groupes corporatifs vont chercher à sous-traiter à des agences de presse. Hein, et le travail des journalistes dans ces agences de presse s'apparente de plus en plus à une espèce de travail de production à la chaîne des articles, souvent anonymes, donc qui sont produits par les agences et qui sont finalement distribués dans tous les médias du groupe. Parce que finalement, l'agence QMI, c'est ça. C'est que tous les médias du groupe québécois envoient leurs textes dans cette espèce de pipeline de l'information qu'est l'agence QMI. Et ensuite, tous les textes peuvent être redistribués dans tous les médias. Ce qui fait que pour couvrir un même événement médiatique, on a besoin de seulement une équipe de journalistes affiliés à un média du groupe et le même article, on s'en rend compte de plus en plus lorsque vous lisez les journaux d'un grand groupe comme Québecor, les mêmes articles se promènent un peu partout. Donc, on met fin à l'étanchéité des salles de rédaction. Et ça va être très utile dans le conflit de travail lui-même au Journal de Montréal. Au Journal de Québec, ils s'en sont mieux sortis un peu, mais au Journal de Montréal, en utilisant l'agence QMI, et donc essentiellement des travailleurs de remplacement qui vont aller couvrir les nouvelles à distance et qui vont envoyer les textes par Internet, ça va permettre, pendant le conflit, de réduire le rapport de force syndicale à néant, en quelque sorte. Et donc, Québecor va pouvoir imposer ses volontés dans la nouvelle convention collective en réduisant, merci, 2 minutes, en réduisant donc, je le disais, l'étanchéité des salles de rédaction, mais aussi en donnant plus de marge de manœuvre aux cadres pour éditer les textes. Les cadres qui ne sont pas visés par les dispositions en matière de conflit d'intérêts, donc les dispositions en matière de conflit d'intérêts auront moins de portée, etc. Donc, finalement, le conflit au Journal de Montréal va se solder par une victoire patronale sur toute la ligne. Et on peut penser, évidemment, que ça a donné lieu à un recul important de la citoyenneté au travail chez Québecor. Maintenant, pendant ce temps-là, chez Jessica, ça ne s'est pas passé exactement de la même façon. Jessica s'est départie des journaux appartenant à Unimédia, qui est devenu Capital Média et qui est finalement devenu la fameuse, à la suite de la faillite de Capital Média, à la coopérative coopératives nationales de l'information indépendante. On a toujours le Devoir qui est là aussi. Donc, il faut finalement regarder le portrait global du secteur médiatique au Québec actuellement.
pour observer. Moi, je me suis surtout intéressé à Québécois, mais on a par exemple le diffuseur public qui est Radio-Canada. On a la presse qui est devenue un organisme sans but lucratif, mais qui semble être encore très rattaché à GESCA au niveau de la ligne éditoriale. Donc, ce n'est pas clair à savoir si la presse est encore, si c'est rendu une petite ou moyenne entreprise ou si c'est plutôt rattaché encore à un groupe corporatif. Ensuite, il y a justement la coopérative. Il y a, et la coopérative nationale de l'information indépendante, c'est une coopérative de solidarité. Donc, les salariés ont quand même un rôle important à jouer dans la gouvernance de cette entreprise-là. Et il y a le Devoir, qui est une structure juridique très particulière, centrée autour du directeur. Donc, c'est vraiment la personne du directeur qui incarne en quelque sorte l'indépendance au sein du journal Le Devoir. Donc, je ne peux pas expliquer en détail, mais c'est une structure juridique qui est très particulière. Alors, tout ça m'amène à dire que, en fait, il faut poursuivre les recherches sur les autres médias au Québec, mais l'hypothèse qui a été soulevée au regard de la grande entreprise, il se pourrait que dans le secteur des médias en particulier, la citoyenneté au travail s'exprime davantage dans les petites et moyennes entreprises plutôt que dans les grands conglomérats médiatiques. Mais évidemment, ça reste à vérifier. C'est simplement pour faire le lien avec les présentations antérieures. Alors, c'est ce qui fait le tour. Merci beaucoup pour votre écoute.